Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment au cœur des préoccupations du secteur bancaire. Oui, bonjour. On va parler de la lutte contre l'utilisation de certains comptes comme relais pour blanchir de l'argent. Exactement, de l'argent qui vient souvent d'escroqueries, de fraudes diverses, et c'est un phénomène qui prend une ampleur considérable. Tout à fait. Et pour en parler, on s'appuie sur une étude thématique très fouillée de la CPR. Elle a été menée en 2024, publiée là en juillet 2025. D'accord. Et elle se penche spécifiquement sur ces fameux contrebons en France, avec des données de 2022 et 2023 venant d'organismes financiers qui sont particulièrement touchés. C'est vraiment un enjeu de conformité et de risque opérationnel direct pour eux. Donc, notre objectif, c'est bien d'extraire de cette étude les points de vigilance essentiels, les bonnes pratiques identifiées par la CPR. L'idée, c'est d'aider les professionnels, notamment ceux qui gèrent les risques au quotidien, à renforcer leurs dispositifs. C'est ça. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est exactement un compte rebond? Alors, un contrebon, c'est assez simple dans le principe. C'est un compte bancaire, souvent ouvert assez récemment d'ailleurs, qui va recevoir des fonds. Mhm. Des fonds qui proviennent d'une victime d'escroquerie. Et l'argent, il ne reste pas longtemps sur ce compte. Il est transféré très rapidement ailleurs. Ah oui? Souvent vers l'étranger, mais pas seulement. On va le voir. Le but, c'est quoi? C'est de complexifier le traçage de l'argent. Et surtout, de rendre les saisies beaucoup plus difficiles. On les appelle aussi parfois comptes taxis. Compte taxi, d'accord. Et l'ampleur de ce phénomène, vous disiez qu'elle est considérable. Les chiffres sont parlants, hein. Ah oui, absolument. Pour donner une idée, le SSMSI, c'est le service statistique du ministère de l'Intérieur. Oui. Il estime le montant total des escroqueries via les paiements scripturaux, virements, cartes, chèques, à 4,5 milliards d'euros en 2023. 4,5 milliards! Oui, et ça a doublé depuis 2016. Et si on regarde plus spécifiquement la fraude au virement, là c'est l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, l'OSMP, qui nous dit que ça a quadruplé. Quadruplé? Oui, pour atteindre 311,6 millions d'euros en 2023. Et un fait très notable, c'est que maintenant, 65% de la valeur de ces virements frauduleux, eh bien, ils atterrissent sur des IBAN français. Ah oui, donc le problème se rapproche vraiment. Il n'est plus seulement ailleurs. Exactement. Avant 2018, c'était moins d'entières, donc on voit bien le changement. Et l'échantillon de la CPR, les 13 organismes qu'ils ont étudiés, Oui, c'est ça. eux, ils ont identifié 661 millions d'euros de virements suspects liés à ce type de schéma, juste en 2023. C'est une hausse de 45% par rapport à 2022. Donc en termes de risque opérationnel, ce n'est vraiment pas anodin. Non, effectivement. Surtout que les fraudeurs, eux, ils ont l'air très organisés, hein. Oui. Ils créent des sociétés éphémères, des sociétés écrans, Oui, ils font des usurpations d'identité, parfois même avec des deepfakes, on en entend parler. Et puis, il y a ce recours aux mules financières, hein, ces personnes qui prêtent leur compte, quoi. tout à fait. Et ils ciblent particulièrement les ouvertures de comptes récentes et surtout celles faites à distance. D'accord. Et c'est là, justement, que les recommandations de la CPR deviennent très concrètes pour la gestion des risques au sein des banques. Alors, quelles sont ces recommandations? Par quoi on commence? Le premier point, c'est la gouvernance et l'approche par les risques. C'est fondamental. La CPR dit, attention, ce risque spécifique des contrebons doit être bien identifié dans votre cartographie des risques. Logique. Il faut le suivre avec des indicateurs dédiés, des KPI, des KRI, et surtout il faut avoir une capacité de réaction très rapide si on détecte une faille majeure. Ça peut aller jusqu'à suspendre un produit ou un processus le temps de corriger. D'accord. Agir vite. Oui, et analyser aussi, après coup, les incidents importants pour en tirer les leçons. Une gouvernance solide, c'est clair que c'est la base. Mais comment cette approche par les risques, elle se traduit au moment clé de l'entrée en relation, pour éviter d'ouvrir la porte à ce genre de problème? C'est le point suivant, et il est crucial. L'entrée en relation. La CPR insiste sur une vigilance vraiment accrue, en particulier pour les ouvertures de comptes à distance. Mhm. Elle préconise au moins 2 mesures de vérification d'identité qui soient distinctes, voire plus si le profil de risque du client semble élevé. 2 mesures minimum. D'accord. Oui, et si possible, utiliser des PVID, ce sont les prestataires de vérification d'identité à distance qui sont certifiés par l'ANSSI. C'est un gage de robustesse. Ok. Il faut aussi être très prudent sur la première alimentation du compte. D'où viennent les premiers fonds? Le PSP source est-il fiable? On évite les cartes prépayées suspectes, par exemple. Pour les entreprises, personnes morales, Oui. là, c'est vérification rigoureuse des documents via les registres officiels, cabis, statuts, et s'assurer des pouvoirs réels des représentants légaux. Et bien sûr, essayer de repérer les fameuses mules. Ce qui n'est pas toujours simple, j'imagine. Non, c'est un vrai défi. Bon, une fois que le client est entré,
Disons qu'on a fait ces vérifications. L'étape d'après, c'est la connaissance continue, le fameux KYC, KYB. Exactement. La connaissance client, que ce soit pour les particuliers, KYC, ou les entreprises KYB, elle doit être robuste et maintenue à jour. Il s'agit de collecter des informations précises et le mot-clé ici, c'est vérifier. Vérifier, oui. Sur des revenus du client, son activité professionnelle, le type d'opération qu'il prévoit de faire, l'origine et la destination attendue des fonds. Utiliser des justificatifs fiables. La CPR cite l'exemple du code 2D-DOC sur les justificatifs de domicile, c'est une bonne pratique. D'accord. Pour les sociétés qui viennent d'être créées, on peut demander des éléments prévisionnels, des business plans, etc. Et un point intéressant soulevé par la CPR, la multibancarisation peut être un facteur de risque aggravant. Il faut y être attentif. C'est intéressant ça. Cette connaissance client, elle est vitale pour la conformité anti-blanchiment, LCBFT, mais j'imagine qu'elle doit aussi nourrir directement la surveillance des flux, non? Comment on s'assure qu'on détecte les bonnes choses ensuite? C'est exactement ça, c'est le cœur du réacteur. La surveillance des opérations. Les scénarios de détection des anomalies doivent être finement paramétrés et ils doivent tenir compte du profil de risque du client qu'on a établi lors du KYC, KYB. Logique, oui. L'ACPR insiste beaucoup sur la mise en place d'une vigilance en temps réel. Et avec une capacité technique, c'est important, de blocage des opérations suspectes, si possible, avant qu'elles ne soient exécutées. Ah oui, agir avant que l'argent ne parte. C'est ça l'enjeu. Fixer des plafonds d'opération qui soient cohérents avec le profil du client, surtout au début de la relation, c'est aussi une mesure clé. Et puis, surveiller les accès techniques. Est-ce que le client se connecte depuis un nouvel appareil? Depuis une localisation IP inhabituelle à l'étranger? Des signaux faibles potentiels. Exactement. Et si jamais une alerte se déclenche, si un scénario remonte quelque chose, là il faut un processus d'examen renforcé qui soit efficace, j'imagine. Oui, et rapide. Il faut investiguer sans traîner, vérifier s'il y a des liens avec d'autres comptes, peut-être déjà identifiés comme suspects. Et si le doute persiste, après cet examen, eh bien, la déclaration à traque-fin doit être faite sans délai. C'est une obligation réglementaire absolument essentielle. Bien sûr. Et enfin, un dernier point que la CPR soulève, c'est de penser le risque dès la conception des produits bancaires eux-mêmes. Tout à fait. C'est une approche by design. Intégrer la gestion du risque LCBFT dès la création d'un nouveau produit ou service. Par exemple, prévoir des plafonds qui peuvent évoluer avec la connaissance client, ou insérer des clauses dans les contrats qui permettent une suspension temporaire ou une validation manuelle si un doute apparaît. D'accord. On peut aussi limiter l'accès à certains services jugés plus risqués, comme l'émission de nombreuses cartes virtuelles ou l'accès aux virements instantanés sans contrôle renforcé, en fonction du profil de risque du client. C'est une manière de maîtriser le risque opérationnel dès l'origine. On voit que ce rapport de la CPR, il dessine une menace qui est quand même sophistiquée, qui évolue, mais il fournit aussi un arsenal de bonnes pratiques assez concret. La clé, ça semble être vraiment l'adaptation constante des défenses. Oui, pour les équipes qui sont en charge des risques dans les banques, l'enjeu est très clair. C'est maintenir la conformité face à des exigences réglementaires qui sont fortes, exigeantes, et en même temps limiter les pertes opérationnelles et le risque pour la réputation de l'établissement, si jamais il est utilisé pour des activités criminelles. Les pistes données par la CPR sont vraiment un guide opérationnel précieux. Ce qui nous amène peut-être à une réflexion pour conclure. Dans ce monde où tout s'accélère, avec les virements quasi instantanés, des fraudeurs qui, on l'a dit, utilisent même l'intelligence artificielle, comment on trouve le juste équilibre KI? Comment concilier cette fluidité que les clients légitimes attendent, et à juste titre, avec cette nécessité d'une vigilance toujours plus forte, parfois même bloquante, pour pouvoir agir avant que l'argent ne disparaisse complètement dans la nature? C'est sans doute un des défis majeurs pour la gestion des risques bancaires dans les années à venir. C'est une excellente question et un défi permanent, effectivement.